Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui, je suis avec Croissant. Comment ça va, Croissant? Bah ça va très bien. Et toi, Otal, comment tu vas? Bah, moi, ça va. Il fait beau. J'ai un peu de temps libre. Pas assez pour jouer, mais j'ai du temps libre. La vie est belle. La vie est belle. Que demande le peuple? Bah écoute, pas grand-chose, hein. Un épisode de Tour Zéro pour aller avec le dimanche matin. Un épisode de Tour Zéro. Et aussi les deck tech du mardi. Faut pas C'est un oublier peu ça. ça. Faut pas oublier Ouais, d'ailleurs, hein, je c'est rappelle aux moi gens qui qui l'ai fait nous cette écoutent, semaine, hein. c'est ça, on sort les deck tech toutes les semaines. Et du coup, tu vas pouvoir nous parler de ça dans ta semaine de Flesh and Blood Croissant. Tu veux dire ce Oh, que tu c'est as fait vrai. cette semaine. Et entre autres, du coup, nous dire que tu vas nous parler de comment s'est passé d'enregistrer ta première deck tech pour Tour Zéro. C'est vrai. Bah écoute, alors, ma semaine, encore une fois, j'ai pas joué. Si, en vrai, non, j'ai pas joué. J'ai fait des games? Non, j'ai pas fait de game. Je réfléchissais parce que, pardon, Oui, non, en fait, j'ai fait ça. Non, je en sais fait, plus. dimanche, j'ai train un petit peu sur Talichar avec un monsieur que vous connaissez peut-être un peu, qui est pas très très bon, mais je l'aide pas mal, du coup il s'améliore petit à petit. Il s'appelle Poésie ou Paul Mirande. Voilà, pas très très fort. Mais, 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 mais plein de bonne volonté, donc moi j'y crois. Non, plus sérieusement, faisant partie du groupe de train ou team, selon comment on appelle ça, de Paul, il avait besoin, envie, ce qu'on veut, de train avant Birmingham, parce qu'il fait le calling bah, du coup, qui a lieu au moment où vous nous écoutez, si vous nous écoutez dès dimanche matin. Et du coup, bah, j'étais une des personnes dispo à ce moment-là, donc je l'ai aidé un peu. On a principalement fait du theory crafting, parce que je suis pas très très fan de jeu sur Talichar et que de toute façon, les match-ups qu'il aurait voulu practice, j'aurais pas forcément été à un assez bon niveau, je pense, pour le practice une semaine avant un calling. Du coup, on a fait beaucoup de theory crafting, mais bon, c'est ce que moi j'adore et c'est là où je pense être le meilleur. Du coup, je pense que c'est aussi là où je peux apporter le plus aux gens dans ma team. Là où, en termes de gameplay, peut-être un peu moins. Donc, c'était très cool. J'ai aussi, du coup, passé pas mal de mon week-end et d'une certaine manière, du coup, de ma semaine à regarder le BH de. C'était Chicago. je sais plus ce week-end, mais le Bref, Battle Arden de ce week-end. Le BH, voilà, le BH de ce week-end qui a été gagné. Spoiler alerte, n'écoutez pas si vous comptez le regarder plus tard et que vous ne connaissez pas encore le résultat, mais par spoiler, Rhea Adams, qui a du coup fait le back-to-back de Battle Arnold gagné en 2 semaines. Bien joué à elle, franchement, tous mes respects. C'est assez Avec stylé. Islander en plus, et avec les 2 fois des finales assez sympas. La deuxième fois, une finale qui est genre vraiment au point près, littéralement. La game est incroyable. On a vu des très belles games en top 8 sur ce BH, c'était très cool. Moi, je me suis régalé du spectacle. Et, et franchement, GG à elle, parce que bah, Islander, c'est pas un héros qui était attendu du tout dans cette méta. Je pense que c'est pas du tout un héros qui est top tier, au sens purement power level ou match-up du terme. Mm. Et je pense que c'est un héros qui est très bon quand tu sais très bien ce que tu fais avec, comme beaucoup de héros sur ce jeu d'ailleurs. Et c'est un des trucs que j'aime beaucoup avec Flesh and Blood, c'est que tu as un côté où quand tu maîtrises bien ton héros, d'une certaine manière, il gagne un tiers en power level. Ouais. Et là, on a vu que Rhea Adams avait une très très bonne maîtrise de ce qu'elle faisait, de sa decklist, du choix des cartes, de pourquoi elle jouait telle ou telle chose. Enfin, tout était pixel. Et du coup, super mérité de gagner ces 2 BH, même si on a encore une fois vu le self-center americanism, puisque plusieurs fois les commentateurs ont dit c'est le plus gros Battle Arnold hors Battle Arnold qui a suivi un calling ou un Pro Tour. Il y avait genre 140 personnes, on en a eu un à Bologne qui était à genre 170, je crois, et surtout on a eu celui de Saint-Nicolas qui était à genre 220 en début d'année en Europe. Mais bon, Non, c'est le biggest, ok. Voilà, et sinon, bah, du coup, donc pour cette deck tech qui était le troisième point de ma semaine, c'était trop cool. Alors, j'ai vu des gens qui ont tenté d'être diffamants. Voilà, je n'ai pas peur d'employer des mots durs sur le Discord français, disant que oui, Night Crash avait fait disparaître 40 minutes de contenu parce que blablabla, parce que je parlais trop, parce que 20 minutes pour moi c'était dire bonjour. Hein. Je vois les gens qui écrivent de tels messages et je vois les gens qui ajoutent des emojis à de tels messages.
le fait est que oui, je parle beaucoup, mais là, on m'avait donné un timer fixe. Et d'une certaine manière, c'était beaucoup plus simple pour moi à respecter parce que j'avais une limite fixe dans ce que je voulais dire et que j'étais tout seul à parler. Et du coup, par rapport à quand tu dois, entre guillemets, laisser la parole à d'autres gens et réagir et discuter, et que du coup, tu as aussi une discussion qui emmène des réflexions et qui fait que tu as envie de repartir sur un truc et que la discussion est jamais vraiment finie sur des sujets qui sont pas fermés, ça m'aide pas, moi, à titre personnel, à respecter un timing. Alors que là, j'étais en mode, ok, bah, genre, je veux parler de telle chose, telle chose, telle chose pour la deck tech. Il y a genre tel point que je veux aborder. Hop, on est carré et genre, let's go, en fait. Genre, je sais que j'ai 20 minutes pour le faire et je sais que je vais pas être interrompu, entre guillemets, pas au sens négatif du terme, mais juste au sens où il y a une autre personne dans la discussion. Et je sais que moi, ce que je veux dire, bah, j'ai mon timing. Et du coup, j'ai fait, je crois que c'était 20 minutes 30 ou 20 minutes 40 d'enregistrement. Donc, je suis capable, de temps en temps, de m'en tenir à un timer. L'expérience était super cool, en vrai. De toute façon, on avait dit au moment de faire les deck tech, l'idée c'était que ça allait probablement rester PDPU parce que c'est lui qui faisait ces chroniques là avant et tout ça, mais que l'idée c'était absolument pas que ce soit PDPU tout le temps, ne serait-ce que parce que des fois il pourra pas, comme c'était le cas cette semaine, et parce que aussi des fois nous on pourra avoir envie de faire des choses et ça peut être plus pertinent que ce soit quelqu'un d'autre que PDPU. Par exemple, sur Kano, c'est beaucoup plus pertinent que ce soit moi qui la fasse. Ou j'ai vu que ça a été demandé un petit peu sur le Discord si Faye fait une decklist sur Night Crash, c'est fait exprès. Ce sera beaucoup plus pertinent. Donc, il y a des choses où, a priori, c'est pas forcément PDPU qui aura la plus grosse expertise sur un héros ou une decklist donnée. Et du coup, dans ces moments-là, ça nous paraîtra pertinent que ce soit pas lui qui la fasse. Et du coup, on voulait pas du tout se mettre ce truc très fixe de c'est PDPU qui fait les decklists parce que ça emmène plus de complexité qu'autre chose pour nous, quoi. Puis même pour vous, je pense que ça peut être sympa aussi des fois d'avoir d'autres visages et d'entendre d'autres voix. Donc voilà pour ma semaine, globalement, du theory crafting, de l'entraînement, de la réflexion, de l'enregistrement, de tout ça, voilà, super. Une bonne semaine bien chargée. Il faut savoir qu'avant de lancer l'enregistrement, il était en mode bon, j'aurais pas grand chose à raconter sur ma semaine. Ah, mais parce que j'ai pas joué. J'ai pas joué. Du coup, genre, t'as fait plein de choses. C'est ça qui est beau avec Flesh and Blood. C'est que Flesh and Blood, c'est pas juste un jeu. C'est tout ce qu'il y a autour. Genre, on peut juste arriver, chill, poser un deck et jouer et rien faire d'autre. Et on peut aussi faire tout ce qu'il y a autour. J'ai pas joué. Moi, je fais rien d'autre que être autour de Flesh and Blood. Je ne joue pas et pourtant, je suis quand même passionné de Flesh and Blood et je participe quand même et un truc comme ça, tu vois. Bah clairement. Faut pas oublier, tu vois, qu'au contraire, tout ça, pour moi, ça fait partie du jeu avec des guillemets, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Tout ce qu'il y a autour. Clairement, je remets pas ça en cause. Je pense que c'est hyper important de pas juste prendre ça pour quelque chose qui est à la table uniquement. Et moi, je sais qu'en plus, c'est vraiment un loisir et un truc intellectuel que j'aime beaucoup d'avoir ce côté theory crafting, ce côté deck building et tout. Je pense beaucoup aux jeux de cartes quand je suis compétitif dessus, ou que j'essaye d'être compétitif, du moins, parce que je sais pas qui je suis pour décréter que je suis compétitif. Et du coup, c'est vrai que c'est un truc où, moi, Flesh and Blood, c'est pas du tout quelque chose que je considère uniquement lors de mes games le jeudi soir ou le mercredi soir en Armory, quoi. Bah ouais, c'est ça. Du coup, voilà. Donc, merci pour cette explication sur ta semaine, qui en vrai a été très intéressante, parce que tu as fait plein de choses, monsieur. Et parce que, du coup, le sujet d'aujourd'hui, parce que du coup, j'en avais pas parlé, ça va être tout simplement de parler de ce qu'on appelle les decks rogues. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, Croissant, je peux te laisser l'expliquer. Tu peux me laisser l'expliquer. J'ai confiance en toi. Du coup, globalement, ce qu'on va appeler un rogue, alors il peut y avoir des petits points de détail et des spécificités, mais globalement, ce qui va être appelé rogue en général, c'est les decks qu'on ne considère pas tiers 1, voire même pas tiers 2, qui sont en tout cas pas les decks qu'on s'attend à voir beaucoup en tournoi et qui ne sont pas du tout les decks qui vont définir une méta, autant en termes de power level qu'en termes de représentation. Alors, pour rappel, une metagame, c'est à un instant T une sorte de snapshot de quels sont les decks les meilleurs, quels sont les decks que vous allez le plus croiser en tournoi, quels sont les decks qui ont le meilleur pourcentage de win rate, ce genre de choses. Et c'est ce qui va vous donner du coup ce qu'on appelle une méta, c'est-à-dire globalement, si vous voulez aller en tournoi actuellement, prenez Dromai ou Lexi parce qu'a priori, c'est les decks qui sont ceux qui vous donneront le plus de chances de gagner à niveau de jeu égal
et à niveau de maîtrise égale, etc. parce que c'est probablement les meilleurs decks. Alors, il y a plein de spécificités, évidemment, et là, on n'est pas là pour définir à 100% une méta, mais globalement, gardez en tête que c'est à peu près ça l'idée. Et du coup, les rogue decks, c'est des decks qui vont pas s'inscrire dans les decks les plus représentés, qui vont pas s'inscrire dans les decks les plus forts, qui vont pas s'inscrire dans les deuxièmes decks les plus forts, qui vont en fait un peu s'inscrire nulle part, à part dans leur propre catégorie à eux, qui est du coup rogue, et qui va venir en fait un peu voler des games, voler des tournois, comme le nom l'indique, rogue, hein, de par un élément de surprise parfois, et de par aussi des éléments de target une méta, quand il y a une méta avec un deck tier 0 ou deux gros tier 1, et qu'il y a un deck qui peut battre ces deux-là avec une stratégie, ça peut devenir un deck rogue, parce que du coup, ça va venir juste pour counter une méta donnée. Et du coup, donc un deck rogue, ça va être un deck qui, encore une fois, n'est pas méta, par définition, qui va venir trouver une place dans une méta existante pour la contrer d'une manière ou d'une autre, et qui ne va pouvoir exister que parce qu'il y a une stratégie un petit peu unique qui est bonne dans la méta snapshot du moment, globalement. Je sais pas si tu veux ajouter des éléments au tal, mais moi, c'est comme ça que je vois... Non, je suis d'accord. c'est C'est comme ça que je vois l'interprétation. les decks rogue globalement. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment, enfin, c'est un peu compliqué de dire tel deck est un deck rogue, etc. Parce qu'en plus, souvent, ça va dépendre du moment, choses comme ça. Mm. Mais justement, si vous n'entendez pas parler d'un deck dans un snapshot, dans un machin, mais qui fait des résultats, ça va 90% du C'est temps ça. être parce que c'est un des rogues. Justement. C'est ça. Donc c'est Parce que vraiment le deck dont on parle pas, ou par exemple, je sais que pendant un gros moment sur Flesh and Blood, tu en parleras aussi, enfin, en général sur Flesh and Blood, un des gros decks rogue qu'on peut considérer, c'est Kano. Ouais. Et Pour pendant moi, très longtemps, c'est l'exemple parfait. un des decks que je pouvais considérer comme rogue aussi sur Flesh and Blood, c'était Dash. C'est un héros qu'on n'a jamais vu dans les tiers 1, enfin, pendant un moment, en tout cas, on ne voyait pas dans les tiers S, machin, mais par contre, il pouvait faire des trucs incroyables dans les bonnes circonstances, parce que le deck était polyvalent, parce que ceci, parce que cela. Après, c'est moins le cas. C'est vraiment Kano, pour moi, qui n'a jamais, en tout cas en CC, parce qu'on parle là, on parle du CC pour ce cas-là spécifiquement, qui a jamais été tiers S, tiers machin, mais qui pourrait quand même te faire des trucs totalement inattendus et qui marchent très bien, quoi. Ouais, clairement. Faut pas non plus confondre deck rogue et deck qui est sous-joué ou qui est Ouais. mauvais, entre guillemets, parce que les decks rogue, comme je disais, pour qu'un deck puisse être considéré comme rogue, de mon point de vue, il doit quand même y avoir une raison à le jouer. Ouais. Et par raison, j'entends une raison un minimum compétitive. Dans le sens où, par exemple, et je ne veux froisser personne en disant ça, mais Bravo Royal, par exemple, c'est un deck qui, pour moi, est un deck fun, qui est un deck qui est tier 2, 2.5 peut-être, qui, voilà. Mais pour moi, c'est pas considérable comme un rogue parce que c'est un deck qui, 1, fait pas de résultat et qui, 2, a pas vraiment de raison compétitive d'exister. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un argument de non, mais je joue Bravo Royal parce que ça fait des dingues dans tel match-up et que du coup, ça permet de bien target cette méta-là, remplie de ce match-up-là, etc. Dans la plupart des cas, le Bravo normal va juste être moins aéroli mais plus consistant et faire les mêmes choses et target les mêmes match-up. Et du coup, il n'y a pas vraiment de raison de jouer ça. Pareil, avant Dust Till Down, Levia, c'était pas vraiment considérable comme un rogue deck parce que c'est un deck qui avait fait très peu, voire pas du tout de résultat et qui était juste pas un bon deck en fait. Et surtout, pas un deck joué. Et dans ces cas-là, c'est compliqué de considérer quelque chose qui ne fait pas de résultat, qui n'a pas vraiment de raison d'être dans une méta, même pour la counter, comme un deck rogue. Là où, comme tu le disais, Kano, qui est pour moi genre, vraiment l'exemple parfait. Ah non, mais c'est un exemple ultime de rogue. Jeux, Kano, c'est typiquement un deck qui, de mon point de vue, je peux me tromper, et d'un côté, j'espère me tromper, et d'un autre, j'espère ne surtout pas me tromper, parce que ce sera peut-être très problématique. Kano, pour moi, c'est un deck qui ne sera jamais méta. Parce que, fondamentalement, dans ses mécaniques, il risque d'être soit beaucoup trop fort, et donc il sera nerf et il sera pas méta, soit il risque d'être juste fort ce qu'il faut pour qu'il soit méta, mais il va être hard counter, et donc il le sera plus vraiment, soit il sera toujours un poil en dessous et il pourra jamais être méta dans le sens de meilleur deck et de méta defining. Là où je le considère comme un rogue,
c'est que il a en fait cette définition parfaite de il y a des moments, il y a des méta où Kano, il va venir et il va pouvoir gagner des tournois, perfer en tournoi parce que personne va le respecter, parce que personne va jouer de la baie, parce que on sera dans une méta très agressive qui va permettre à Kano de briller, parce qu'on va être dans une méta remplie de hold'em où Kano va pouvoir pitch stack et où il aura des très bons match-ups et il va pouvoir briller. Et à l'inverse, il y a des méta où genre les gens savent que Wizard existe, les gens ont la baie qu'il faut, des Oasis de temps en temps, les gens jouent Dromai. Et dans ces cas-là, moi le premier, bien que ça me déçoive beaucoup, je considère que dans ces moments-là, Kano n'est pas un bon deck. Alors ça peut quand même faire des choses et tout ça, ça peut high roll toujours, mais c'est pas un bon deck. Et du coup, c'est pour ça que ça revient vraiment à la définition de Rogue, c'est que il y a des méta où il va pouvoir venir attaquer quelque chose, un manque d'AB, un certain type de deck en top tier, et dans ces méta-là, il va être Rogue parce qu'il va avoir des très bonnes stratégies, des très bonnes cartes et des très bons contres à ce qui se fera en haut du tableau. Et il y a d'autres méta où genre juste, il peut... En fait, c'est pas un deck méta, c'est pas un bon deck, et c'est pas un rock deck parce qu'il attaque pas bien la méta. Et du coup, juste, c'est pas un bon deck, en fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment ça qui fait un rock deck, c'est un deck qui, par moment, va pouvoir attaquer la méta avec une stratégie donnée, avec une réflexion donnée, et venir, genre, s'attaquer aux 1, 2, 3 meilleurs decks, en disant, bah, je suis pas un assez bon deck en termes de power level pour compete en temps normal, mais là, spécifiquement, ce que je fais et la stratégie que j'ai est forte contre les 3 top decks. Ouais. Banger, on y va. Moi, je vois, c'était pour les gens qui ont joué à Legends of Runeterra, notamment, parce que ça, c'est un des jeux auxquels j'ai pas mal joué aussi. Et il y a eu une très bonne définition de rock deck aussi, qui était le deck Soraka Tamkech, qui, en fait, c'était un deck qui avait un gameplay très spécifique, qui avait une condition de victoire alternative. C'est un des seuls decks du jeu qui avait une condition de victoire alternative, c'est-à-dire dont la condition de victoire n'était pas juste faire tomber les points de vie à zéro. Mhm. Et en fait, il y avait une méta où il ne pouvait pas exister, ce deck. Juste. Et donc, concrètement, tes deux options pour le jouer, c'était soit de le jouer dans une autre méta que celle-là, soit de réussir à dodge le deck qui pouvait le hard counter, etc. Mais c'était un deck que moi, j'adorais sortir, parce qu'en fait, il avait des bonnes réponses à plein de choses dans les méta qui n'étaient pas comme ça. Mais pourtant, Ouais. il était rarement top tier ou quoi que ce soit. Genre à l'époque où j'écrivais des write-up, je crois on a dû citer une seule fois dans les tier lists, du jeu. Et il a gagné une fois un gros tournoi, donc ce qui prouve quand même qu'il arrive à faire des résultats. Donc ça reste dans cette définition, tu vois. Mais il y avait Ouais. vraiment ce côté où tu le sortais que dans deux circonstances, c'est-à-dire tu savais qu'il pouvait faire quelque chose dans la méta et tu savais qu'il n'y avait pas tel autre élément de la méta qui existait. Ouais, je vois, ok. Mais bah, typiquement, tu vois, genre ce genre de deck-là, pour moi, c'est vraiment l'explication même d'un rock deck. Et, et du coup, c'est vraiment des choses qu'il faut comprendre pourquoi ça existe. Ouais. Il faut comprendre pourquoi ils sont là et quand ils sont là. Et ce qu'ils apportent dans une méta et ce qu'ils apportent quand on les joue. C'est pas un deck que vous pouvez pick up n'importe quand et dire oh, c'est un bon deck, on va gagner. YOLO. C'est ça. Ça marchera pas. Non, après, voilà, je pense que c'est un peu intéressant et ça va être les étapes qu'on va venir déjà. C'est pourquoi pick up un rock deck au lieu d'un deck méta? Parce qu'il y a des raisons pour ça. La preuve, toi, tu joues toujours en Cano. Il y a pas mal de moments où tu as dit je sais que je vais sortir Cano à tel tournoi, etc. Euh, alors que, bah, justement, dans ces situations-là, on n'a jamais dit que Cano était le meilleur deck, au contraire. Clairement pas. Donc voilà. Du coup, voilà. Bon, la première raison pour moi, et ça, c'est pour le coup, à partir du moment où le deck fait des perfs un petit peu, etc., ça va être l'affect. Parce que je persiste à penser que en fait, les rock decks sont souvent des decks en fait, qui marchent un petit peu dans toutes les situations. Genre, ils vont pas forcément être incroyables dans toutes les situations, mais ils vont pouvoir perf dans beaucoup de situations. Et du coup, euh, un mec ou une nana, d'ailleurs, enfin quelqu'un qui joue un rock deck dans une méta, enfin qui joue un rock deck régulièrement, va avoir une maîtrise de ce perso dans beaucoup de match-up, dans beaucoup de situations qu'on n'a pas forcément
dans un deck méta parce qu'on va changer de deck régulièrement suivant la méta, etc. Donc ça donne un edge supplémentaire juste sur la connaissance du deck parce que bah, on aime le deck en question, quoi. Je pense que Kano est aussi un très bon exemple de ça, parce que Kano, c'est typiquement un deck où tu dois connaître les combos, tu dois passer je sais pas combien d'heures à juste faire des maths dans ta tête, encore plus qu'avec les autres decks, pour un Ouais, deck qui est pas forcément tier 1, quoi. bah typiquement, moi je sais que là je me pose beaucoup la question de ce que je joue aux nationaux, Mhm. puisque comme j'ai dit dans une autre vidéo, je pense pas que ce soit Kano, même si en fait je dis ça, mais aux dernières nouvelles, dans le petit cheminement dans ma tête, c'est Kano actuellement, ce qui est un gros problème pour moi. Euh, Et en fait, à chaque fois que je me dis, ok, ça va être Dromai, ok, ça va être Bravo, ok, ça va être Islander, genre à chaque fois, je commence à build un truc sur Talishar, je regarde les listes récentes qui ont perfait en tournoi ou juste des listes sur Talishar pour prendre de l'inspiration, de tech card, de choses comme ça, de ratio et tout. Ouais. Euh, à chaque fois que je regarde un peu de gameplay ou que dans ma tête, je me fais des patterns contre d'autres decks en mode genre, ok, quand t'as ça, tu fais quoi, quand t'as ça, tu fais quoi. Enfin, c'est un peu Mhm. comme les gens qui jouent aux échecs dans leur tête, bah, genre, je Ah, mais visualise complètement. un peu des games dans la tête et je suis en mode, ok. En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, je suis en mode, putain, mais c'est chiant. Genre, même Dromai, c'est cool à jouer, tu fais des dragons et tout. Mais en Oui, fait, c'est trop cool, le Romain. problème que j'ai, je l'ai déjà dit et je vais le répéter, le problème que je vais avoir sur Flesh and Blood, je pense, avec la façon dont fonctionne mon cerveau et dont j'aime bien avoir plein de lignes de play, plein de machins, je pense que tant qu'ils sortent pas un Kano 2.0, je n'aurai jamais un deck qui me plaira autant que Kano. Et à partir de là, Ok. ça rappelle déjà effectivement ce que tu dis sur l'affect, où je suis totalement d'accord que des fois, tu préfères jouer un deck, tu es plus à l'aise avec, etc. Et moi, c'est beaucoup le cas avec Kano. Mais Mhm. ça vient aussi sur un deuxième élément. Enfin, non, pardon, c'est pas un élément. C'est plus une distinction que je voudrais qu'on fasse avant de continuer sur les raisons de jouer un rock deck, Ouais, qui est vas-y. que pour moi, il y a deux gros pôles quand même. Le premier, c'est quand on est dans un aspect compétitif, et le deuxième, c'est quand on est dans un aspect semi-compétitif. Ouais, Dans c'est le vrai. sens où, je m'explique un tout petit peu pour développer pour les gens qui nous écoutent, pour moi, il y a des arguments de manière totalement réelle, viable, etc., à jouer des rock decks, même quand on est ultra compétitif et que notre but c'est de gagner un tournoi. Et on va parler de ces arguments après. Mhm. Il y a aussi des arguments qui tiennent plus de l'affect, qui tiennent plus du fait d'être plus serein sur le deck, d'avoir envie de le jouer, de trouver le deck plus fun. Moi, c'est souvent une partie de mon choix quand je pique Kano. Et même de manière générale sur les jeux auxquels j'ai joué, souvent, ça dicte beaucoup les choix de deck que je vais faire, cet aspect de fun, de prendre du plaisir avec le deck, d'être à l'aise avec le deck et tout ça. Et ça, c'est un aspect qui, si on est honnête, si je suis honnête avec moi-même, si on est honnête avec nous-mêmes et envers vous, ce ne sont pas des raisons valables si votre but, c'est uniquement d'être le plus compétitif possible et de top des events. C'est-à-dire On est que la d'accord. personne qui vient me voir et qui me dit je prends Kano pour les nationaux, et qui me dit parce que c'est le deck que je préfère jouer, parce que c'est super fun, parce que c'est trop cool, et parce que j'ai pas envie de jouer autre chose. Et qui derrière me regarde droit dans les yeux et me dit mon objectif c'est de faire top 8, je vais lui dire bah je suis désolé, tu ne mets pas toutes les chances de ton côté. Si par contre la personne me dit mon objectif c'est de voir ce qui se passe, de drafter, de voir les potes, de profiter du week-end parce que c'est cool. Déjà je suis Mhm. qualifié au Natio, je suis super content ou contente. C'est trop bien, l'ambiance est trop bien. Là je vais lui dire bah fonce, fais-toi super plaisir avec Kano, tu vas Enjoy. kiffer. À part si tu tombes contre 3 Dromailles sur les 3 premières rounds de construit, mais ça c'est un autre problème. Mais théoriquement tu vas kiffer parce que tu vas kiffer jouer ton deck. Et là, c'est une raison qui est totalement valable. On le prône énormément ici. Il n'y a pas que le compétitif dans un jeu. Et évidemment, il y a d'autres façons d'enjoy le jeu. Heureusement, le jeu, c'est pas juste gagner, 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 au petit, performer, performer, performer. Et heureusement. Mais si votre objectif, c'est de perfer, de performer, de gagner, et que vous laissez de l'affect rentrer en ligne de compte sur le choix de votre deck, a priori, vous ne faites pas le meilleur choix. Voilà. Et du coup, je voulais quand même distinguer ces deux trucs-là avant qu'on continue sur différents arguments de pourquoi jouer un rock deck. Parce que Ouais, par non, non, t'as ailleurs, tout à fait parce que raison de par le ailleurs, signaler en plus. parce que par ailleurs, il y a vraiment des arguments, de mon point de vue, hein, qui sont viables compétitivement,
parlant, qui tiennent la route d'un point de vue raisonnement compétitif et perf d'un joueur ou d'une joueuse, qui sont des arguments en faveur des rogue decks. Pas tout le temps, mais ça va arriver. Ouais. Et du coup, bah, si tu veux, je peux enchaîner direct avec un de ces arguments, parce que j'en ai un en tête qui, pour moi, toi l'honneur. En fait, j'en ai un en tête qui, en plus, est l'argument que moi, enfin, que j'utilise beaucoup. Alors, ça fait un peu pour me dédouaner, mais que j'utilise beaucoup à titre personnel et que j'ai utilisé dans beaucoup de jeux et qui fait que je suis beaucoup plus un joueur de rogue deck que d'autres choses. Et c'est l'argument de un peu l'effet de surprise, mais plus que l'effet de surprise de vraiment littéralement, genre l'adversaire, c'est pas ce que font tes cartes et doit lire à chaque fois, mais plus le côté où les gens ne sident pas pour toi. Dans le sens où, c'est ce qu'on disait avec Kano, alors c'est un peu moins vrai à Flesh and Blood, parce qu'il n'y a pas encore énormément d'archétypes. On a de plus en plus des cartes qui sont target sur un ou deux match-up, genre les Warmongers par exemple contre Lexi ou les Runeblade, qui sont vraiment des cartes où genre ça dit je side parce que Lexi est top méta, je side Warmonger, ce genre de choses. Mais overall, on n'a pas énormément de cartes qui sont en mode genre ok, je dis non à un deck. Alors que par exemple sur Yu-Gi-Oh! Où j'ai beaucoup joué aussi, t'avais vraiment cet aspect de quand un deck était, ou quand des decks étaient top tier, les side decks sont toujours en fonction de ces decks-là. Et il y a vraiment des cartes spécifiques qui touchent ces decks-là. Et si toi, ton rogue deck n'est pas touché par les cartes qui vont être sidées, tu gagnes un gros edge parce que le deck de l'adversaire va pas vraiment s'améliorer post-side, alors que le tien, si. Et dans une game en BO3, enfin dans un jeu en BO3, ça peut avoir beaucoup de valeur. Et du Après, coup, pour revenir à... dans Flesh and Blood, pour moi, il y a un aspect sur ça, sur le side, justement. Ça marche très bien pour Kano, c'est l'AB, justement. Oui, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de cartes, parce que la plupart des cartes, en effet, genre Oasis Respite, etc., tu t'en sers pour de l'AB, mais tu t'en sers pour d'autres, tu peux t'en servir pour d'autres choses. Genre, c'est pas gênant d'avoir un Oasis Respite, il pourra servir pour plein de choses. Par contre, tes slots d'équipement AB, genre, surtout encore une fois en CC et pas trop en Blitz, parce qu'en Blitz, t'avais tes 11 slots d'équipement, et encore maintenant, ça va risque de changer avec le format des skirmishes qui arrive. Mais du coup, ouais, en CC, ce slot où tu devais te dire, bah du coup, dans mon deck, est-ce que je préfère side contre des gros trucs, ou est-ce que je préfère slide contre, ou est-ce que je préfère side contre, genre justement, le peut-être Kano qui va arriver à un moment ou à un autre. Ce qui me fait penser au final, le BH Cincinnati qui s'est fini sur bon, AB2 ou même plus d'AB, je sais plus. Pas ça, Non, en AB0 de Lexi. C'était AB0 de Lexi, tu vois. Je suis pas sûr qu'après Lexi visait particulièrement d'amener de l'AB, mais elle avait AB0, donc face à un Kano. Oui, tu regardes ça et t'es genre, oh ouais. Et justement, ça revient à ce qu'on disait au début sur le fait que Kano, dans les méta où on ne va pas l'attendre et où les gens vont pas prendre d'AB, etc., c'est des méta où il va pouvoir très bien performer parce que dans ces méta-là, il va avoir un ceiling qui va être limite au-dessus des power level des decks tiers 1, tiers 0.5 parce que en l'absence d'AB, Kano est parmi les meilleurs decks du format. Genre, si l'AB n'existait pas. Évidemment, ça existe, et évidemment, c'est pas réaliste, et heureusement. Et c'est aussi pour ça que je dis que le deck pourra jamais être méta. Mais globalement, tu as une réalité qui est que quand les gens commencent à enlever de l'AB pour des slots contre d'autres match-up, Kano a une vraie place dans une méta pour attaquer cette méta-là sur cet axe-là. Mais c'est aussi ce qui fait de l'île rogue, du coup, parce que justement, si jamais il revenait et il commençait à être méta, bah en fait, les gens mettraient de l'AB et il n'existerait de nouveau plus. C'est ça. Et il redevient beaucoup moins bon. Honnêtement, tu vois, je pense que comment dire, le concept d'Enflèche est un peu moins vrai pour le moment que dans d'autres jeux comme Yu-Gi-Oh! Parce qu'on est en BO1, parce qu'il y a encore moins de tech cards, parce qu'on est encore un peu au début du jeu, etc. Mais effectivement, Kano reste très sensible à ça. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un des aspects et un des points forts de jouer un rogue deck, c'est que la salle ne va pas sider pour toi. Si tu regardes, par exemple, tu vois, en ce moment, pour ceux qui connaissent un peu sur Yu-Gi-Oh!, je me remets beaucoup à faire de l'Edison.
Alors l'Edison, c'est un format, donc ce qu'on appelle un Ultimate Format ou un format Time Wizard. Donc en gros, c'est un truc qui est fixe dans le temps, qui représente un format d'une époque, et on a droit au pool de cartes de cette époque, la banlist de cette époque, les cartes texte de cette époque s'il y a eu des errata depuis, etc. Enfin, on joue vraiment comme à l'époque. Sauf qu'on a beaucoup plus de théorie crafting, beaucoup plus de player base, beaucoup plus d'outils informatiques sur les ratios, etc. Donc les decks évoluent. Et en gros, actuellement, quand il y a des tournois de ce format-là, parce qu'il est de plus en plus poussé par Konami et qu'il marche plutôt bien, en gros, quand tu as des tournois de ce format-là, si tu regardes les side decks, ça t'indique directement quels sont les decks considérés top méta. Parce que tu as des cartes qui targetent littéralement un ou deux decks. Il y a par exemple un deck qui est le deck Elf, ok, c'est que des monstres lumière, et tu as une carte qui dit non aux monstres lumière. Bah, cette carte-là, elle va être hyper forte si tu croises des decks Elf, mais si tu croises des decks Blackwing, qui sont des monstres, c'est des oiseaux ténèbres, bah la carte fait plus rien. Bon, t'as d'autres cartes contre Blackwing, c'est pas la question. Mais du coup, t'as vraiment des cartes qui sont genre pour un match-up. On schématise, on va très. Et ça, tu le retrouves pas encore énormément dans Flèche, tu commences à le retrouver comme je disais. Mais du coup, plus ça va se développer, plus il va y avoir un réel argument à dire je joue des decks rogues parce que ces cartes-là qui me contre moi ne seront pas dans les sideboards, parce qu'à la place, il y aura les cartes qui contre Lexi, qui contre Dromai, qui contre Oldin quand il était là, etc. Et donc, je vais avoir une plus grande facilité à naviguer mes match-ups parce que je vais pas prendre des tech cards, alors que moi, j'aurai des tech cards pour la personne en face. Non, bah c'est complètement en effet la définition que je donne à un deck rogue, hein, perso. Ouais, bah oui, non mais bah, clairement, enfin, on est d'accord sur ça, je pense. Hein. Je pense qu'il y a pas. Enfin, de toute façon, c'est pas quelque chose de sorcier, on va dire. Le concept de rogue, globalement, la plupart des joueurs de TCG connaissent un peu. Mais voilà, pour moi, ça, c'est vraiment le premier gros argument. Le non-side. Le premier gros argument compétitif, du coup, par rapport aux deux pôles que je faisais, qui est très important pour justifier de jouer un deck rogue. Tu vois, quand je parlais tout à l'heure de Tamraka, c'était exactement ça en fait. C'était le moment où tu savais qu'une certaine carte, qui était la carte qui cassait ton gameplay, n'était pas dans les decks. Ouais, Genre, ouais, bah oui. Et là ton deck était un monstre s'il n'y avait pas ça dans les decks. Et si la méta tournait autour de cette carte, concrètement, Tamraka tournait autour d'un type de carte qui s'appelait site. Et il y avait une carte spécifique qui était horrible quand tu jouais site, qui détruisait un site, hein, concrètement. Et du coup, si tu avais ça, tu sais qu'il y avait beaucoup de ça dans la méta, tu pouvais pas sortir le deck. Ouais, et inversement, si tu savais que tu tombais jamais sur ça, c'était incroyable. Et ce qui marche, et du coup, ça rendait aussi très bien le format BO3 où tu pouvais ban les decks adverses parce que dans ce jeu, tu avais 3 bans, tu bannissais. Et du coup, tu pouvais garder ce deck-là et ban les autres. Enfin, et ban le deck qui allait être le counter. Donc, et tu vois, pour reprendre un peu cet exemple adapté à Flesh and Blood, je pense qu'un des bons exemples, entre guillemets, en ce moment, c'est Lexi et Azalea. Il y a beaucoup de cartes de side qui touchent assez bien Ranger, de manière générale, comme les Warmonger notamment, qui est la dernière carte en date qui est vraiment, vraiment bien contre Ranger, ou même les Command & Conquer par exemple. Et ces cartes-là sont des cartes qui touchent aussi très bien Azalea, parce que c'est un Ranger, et Azalea n'aime pas du tout jouer contre ces cartes-là non plus. Et du coup, en fait, on se retrouve dans un spot où Azalea, qui n'est pas un deck top tier actuellement, qui est un bon deck, mais n'est pas un deck top tier, se retrouve un peu à ne vraiment pas trop pouvoir exister parce que elle est un peu en dessous de Lexi, voire beaucoup en dessous de Lexi. Et en plus, Lexi, enfin, beaucoup de gens side contre Lexi, puisque Lexi est un des meilleurs decks, si ce n'est le meilleur deck. Et du coup, Azalea, par voie de conséquence, comme elle subit les mêmes cartes de side, elle prend le side par extension. Personne side pour Azalea actuellement. Les gens side pour Lexi. Mais les cartes sont bonnes contre Azalea aussi. De la même manière que quand tu sides pour les pummel et les dominate des gardiens, tu sides pour Dory, parce que tu mets des DR, etc. Et donc, tu sides pour Dory. Mais jamais personne en ce moment se dit je mets des Singbilo dans mon deck parce que c'est fort contre Dory. Non, c'est parce que ça aide contre les Crippling Crush Dominate. Ou ça aide à couvrir des breakpoints contre Lexi. On va se fâcher avec des gens, je pense. Est-ce que tu aurais considéré Boltyn avant Dusty Dawn comme un rogue ou pas? Non. Voilà. Parce que c'est pas assez bon.
C'est ça. Non, mais je veux que ce soit clair. Je veux vraiment que ce Non, concept mais c'est soit pas. clair. Enfin, Mais genre, et je dis pas ça méchamment ou quoi que ce soit. Genre, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit très clair sur le fait que quand on parle de deck rogue, on parle pas de decks qui en effet peuvent on faire parle pas des decks des. qui sont en bas dans les tier list, qu'on mentionne en même tiers et qui font pas de résultats et qui ont pas. Enfin, genre, Boltin, en fait, à part faire un combo qui faisait des maths que genre Kano était capable d'atteindre de manière plus consistante de mon point de vue, Ah, certes évidemment. avec plus de counter au niveau de la baie, mais voilà. Le truc c'est que Boltin il faisait quoi? Il utilisait 3 cartes pour faire 5. Bah, je suis désolé, mais je ne peux pas considérer ça comme un rock deck, surtout que le deck n'avait pas de choses en fonction de la méta qui étaient pertinents pour lui. Dans le sens où il y a l'aspect sideboard, comme j'ai dit, qui est très bien vis-à-vis de Kano et Azalea comme exemple, par exemple. Yes, bien joué à moi. L'avantage de faire des trucs live qu'on recoupe pas trop et tout, tu vois, vous avez vu, on reste naturel. La Le flow de sincérité. la Wouh. c'est ça. Mais ça joue en fait un peu mon deuxième point, cette question, ça rejoint mon deuxième point qui est, pour moi, le deuxième gros argument à jouer Rogue de manière compétitive, qui va être de jouer un Rogue qui a une stratégie qui target les top decks. Encore une fois, je vais reprendre un peu l'exemple de Yu-Gi-Oh! Et après on transitionnera sur Flèche, parce que Flèche étant un jeu plus récent, je trouve qu'il y a un peu moins d'exemples clairs et typiques de cet aspect-là que dans d'autres jeux qui sont plus anciens. Mais il y avait une méta à une époque où, genre, dans Yu-Gi-Oh! Les decks top méta galéraient beaucoup à passer un boss monster qui disait vous pouvez plus invoquer spécialement. Et du coup, moi, dans cette méta-là, je joue un deck dont le seul but, c'était de dire je suis le meilleur deck pour tutoriser une carte qui dit vous ne pouvez plus invoquer spécialement et l'invoquer. Et genre, toute ma stratégie, c'était tour 1, faire ça, avec une protection pour pas qu'il se fasse gérer trop facilement. Et il y avait Ça, plein de je me decks qui rappelle. juste ne pouvaient pas passer contre ça, en tout cas en game 1, et qui abandonnaient, en fait. Et je dis pas que mon deck était le meilleur du tout, que j'ai fait des bons résultats en quoi que ce soit, c'est juste que, en fait, il y avait une faiblesse dans la méta, et tu as un rogue deck qui pouvait exister parce qu'il pouvait exploiter cette faiblesse grâce à sa propre stratégie à lui. Dans le sens où, encore une fois, c'est ce que je disais sur le fait qu'il faut avoir une raison de jouer un deck quand on veut être compétitif. Et pour revenir un peu, pour répondre au Tal sur Boltin, pour moi, il n'y a pas de raison. Alors, post-Dust Till Dawn, c'est un peu différent, mais C'est pour avant, ça que il n'y j'ai avait bien pas de précisé près raison. d'Astildan en plus. Hein. Oui, oui, clairement. Mais tu vois, avant Dust Till Dawn, il n'y avait pas de raison à proprement parler de jouer le deck au-dessus d'autres choses. Si tu voulais jouer un deck combo qui battait des choses et tout, de mon point de vue, Kano était en général meilleur. Si tu voulais jouer un deck mid-range ou agressif, tu avais plein d'options qui étaient bien meilleures que utilise 2 cartes pour faire 4. Si tu voulais jouer un deck défensif qui set up un combo, encore une fois, Kano était probablement meilleur. Ou des decks comme Viscera Yoteka. Et du coup, en D'ailleurs, fait. Viscera, il passe presque en rogue aussi. Je dis bien presque. Ouais. Il surfe entre le tiers 2 et le rogue, je trouve. En fait, pour moi, il est pas vraiment rogue parce que. En fait, c'est plus son power level qui le maintient dans une ligne un peu bizarre Ouais, que genre des match-up ou des stratégies ou des trucs comme ça. ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Là où pour moi, encore une fois, Kano, hein, qui est vraiment notre exemple tout au long de cet épisode, parce que c'est le meilleur exemple de mon point de vue pour. Ah, mais pour moi, c'est le meilleur rogue deck conceptuel de tous les rogue decks. Genre, il y a c'est zéro. pas loin de ça, ouais, c'est probablement pas loin de ça. Il y a zéro Et TCG auquel j'ai joué où il y a un rogue deck aussi marqué que Kano, en fait, sur le fait que c'est vraiment un deck qui est à la fois incroyable, mais à la fois jamais tirant, en fait. c'est ça, en fait. C'est ça, c'est vraiment ça. Mais Kano, typiquement, pour moi, il y a souvent, et j'en ai déjà parlé dans plein d'épisodes, hein, quand je fais des réflexions sur mes choix de deck avant un tournoi et tout ça, mais pour moi, il y a plein de méta et plein de moments où Kano, c'est un vrai bon choix si vous êtes à l'aise dessus, si vous êtes bien capable de le jouer, si vous êtes bon avec le pack. Évidemment, vous le prenez pas comme ça en mode voilà, mais si vous avez un bon niveau avec, que vous connaissez vos match-ups, que vous travaillez le deck, que vous théorie-craftez comme vous feriez sur un autre deck si vous êtes compétitif en fait, mais que vous faites sur Kano, il y a plein de moments et de méta où c'est un choix qui, pour moi, est compétitif.
Kano. Si Ouais. vous êtes capable de le jouer à un très bon niveau, évidemment, hein, bien sûr. Mais on l'a vu, le meilleur exemple, c'est au Pro Tour 1, où Kano, Pro Tour 1 ou Pro Tour 2? Pro Tour 2, pardon. Je Pro Tour sais. 2, Oui, 2, je crois. où la méta c'était Starvo, Prism, Chain, je sais pas quoi, machin, là, les decks les plus bustos de l'histoire du jeu, hein, globalement. Et en fait, enfin, je dis ça, mais Braillard sans nerf, c'était probablement plus busto que certains d'entre eux, et Holdim à certains moments peut-être aussi. Bref, Eh. le fait est que, dans cette méta-là, Kano a mis, si je dis pas de bêtises, 2 decks en top cut, donc en top 8, sur 7 joueurs au départ, qu'une troisième personne a raté à une win près la win, et que je rappelle, parce qu'il y avait que 8 rounds de CC, je crois, ou un truc comme ça, ou 7 rounds. Je rappelle que la personne du nom de Aidendale qui est probablement passée à une win de passer en top cut et donc de mettre un troisième Kano en top cut, c'est parce que sur sa dernière game du tournoi en Blitz, il prend genre 18 ou 16 de Reinhardt tour 1 contre Islander sans pouvoir rien faire parce que haha, Intimidate c'est marrant, et que genre juste il s'est fait unlucky son tournoi et que c'est pas lié au deck qu'il jouait. Donc on aurait pu avoir 3 Kano dans le top sur 7 joueurs au départ, hein, je rappelle 7 joueurs. Ouais. Et pour moi, ça, c'est vraiment le meilleur exemple de ce que bien maîtrisé dans une méta où on réfléchit à pourquoi on le pique et où il y a des raisons de le pique, un deck rogue peut performer. C'est vraiment le meilleur exemple. Parce qu'en plus de ça, si je me rappelle bien du bracket et de l'AB qu'il y avait dans les decks, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, les 2 Kano perdent en top 8, les 2 sur un peu de malchance, mais les 2 avaient un réel shot en termes de match-up et de composition des listes et de manquement d'AB, etc., à se retrouver en finale. Genre, Alors, vraiment, moi, quand j'ai vu le top 8 et que j'ai vu les listes, j'étais en mode, il y a vraiment moyen que ça passe. Il y a vraiment moyen que les 2 soient en finale. Et donc, ça montre à quel point, bien maîtrisé, bien pensé, bien buildé, c'était dans cette méta-là un très bon choix. Puisque ça a été le choix de joueurs très compétitifs, et c'est un choix qui a performé. Parce que 2 personnes en top 8 sur 7, c'est très bien en termes de conversion. C'est ça. Et c'était des très bons scores de la part du deck. Ah, cadeau. Voilà. Mais après, on peut peut-être parler un petit peu aussi des aspects moins compétitifs qui peuvent donner envie de jouer Rogue. Je sais qu'on en a parlé un petit peu avant de commencer à enregistrer. Et du coup, je sais que toi, il y avait un truc qui peut-être te tenait un peu plus à cœur aussi en tant que joueur de persos qui se font ban leur légendaire avant d'être eux-mêmes bannis. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Ça ne m'arrive jamais. mes persos sont toujours là de façon permanente. Ouais, d'ailleurs, si vous voulez continuer à jouer longtemps vos pics et que vos légendaires soient pas bannis, jouez autre chose qu'Otal. Là, il a dit qu'il avait monté Dromaille et Bravo. J'ai très peur pour les decks. Désolé. Genre, je pense que Tectonic Plating et Flamescale Furnace. Ah, attention! Bye bye. Attention! Ouais. Voilà, Crippling Crush, Starstruck. Le pire, c'est qu'à chaque fois que je dis ça, c'est littéralement genre un mois avant que le héros devienne OP. Genre, ouais. Et le pire, c'est que c'est au pif. C'est au pif à chaque fois. Genre, c'est vraiment, les dragons, c'est cool. Oh, bravo, c'est un gardien, j'ai déjà les cartes de gardien. Parce que c'est ça. Bon, on va jouer et là, ça. tout d'un coup, genre, ça marche. Non, non, ça marche pas, non. Arrêtez de marcher, s'il vous plaît. Allongez-vous, rampez. Ouais, c'est ça, restez au fa. Et du coup, bon. Voilà. Déjà, d'ailleurs, oui, je tiens à dire que c'est aussi une des raisons de jouer Rogue, parce qu'à la base, je pense que c'était pas ça que tu voulais dire, mais une des raisons de jouer Rogue, c'est justement que votre deck vous allez le garder plus longtemps. Ouais, parce que, alors, en vrai, c'est pas ce que tu voulais dire. C'est pas ce que tu voulais dire, mais voilà, les decks Rogue sont très souvent pas la victime des bans, des nerfs, des choses comme ça, et le deck reste fiable d'une méta à l'autre, parce que justement, vu que ça fait pas partie des decks complètement OP, il n'y a pas de raison de les nerf régulièrement ou de leur mettre des... Et j'irais même jusqu'à dire, avant que tu continues sur le point, que c'est encore plus vrai dans Flesh and Blood, où il y a non seulement pas de ban, et de manière générale, je trouve que Flesh and Blood est un deck à relativement faible ban. Oui.
par rapport à d'autres choses. Complètement, on est Euh, d'accord. Enfin, on a eu plusieurs banlists sans aucun changement, etc. Donc on n'a pas des trucs. Enfin, moi je me rappelle de banlists sur Yu-Gi-Oh! Où il y a genre 20 cartes qui bougent in and out de la banlist. Enfin, tu t'y retrouves pas. Ouais, Et non, mais ça, surtout, c'est en pareil. fait, comme il n'y a pas de rotation et que ce qui va faire rotate votre deck, c'est le Living Legend, bah, un deck comme Mm. Kano qui gagne un tournoi de temps en temps en ProQuest et qui fait une moyenne de 20 points par an, il a de la marge. Ah ouais, non, mais ça, Tu c'est vois. parfait hein, pour. C'est vraiment, tu as de la marge avant que ton héros soit banni. Alors après, tu n'es pas à l'abri de choses comme Azalea ou Levia qui d'un coup deviennent fortes, gagnent plusieurs tournois et se rapprochent peut-être de quelque chose. Mais globalement, le système du jeu fait que je trouve Ouais. tu es quand même sur quelque chose où c'est assez. Enfin, c'est vrai que tu t'assures normalement une assez bonne longévité sur ton deck en prenant un rogue. Ouais. Voilà, je sais que c'est pas ça qu'on voulait dire, qu'on voulait soulever comme point, mais c'est vrai que ça donne une bonne longévité au deck et ça, c'est super important, je trouve. Ouais. Parce que justement, les gens. Ça rejoint un peu l'affect aussi. Quand t'aimes un deck, bah, t'as pas forcément envie de devoir arrêter de le jouer, etc. Et ça donne aussi cet avantage de, bah, en fait, moi, je joue ce deck depuis genre, depuis qu'il est sorti. Ah, mais c'était il y a 4 ans, ça. Ouais. Mon deck à moi a 2 mois d'existence. Ouais. Du coup, il y en a un des deux qui connaît vraiment le deck de chez Parker et l'autre beaucoup moins. Mais voilà, le point dont on voulait vraiment parler, nous, c'était la partie bah, tout simplement financière et économique en fait Ouais. des decks, parce que non seulement vos cartes vont pas être bannies, donc votre deck vous allez le conserver et du coup bah pareil le budget va rester, mais surtout vu que c'est souvent des decks qui ne sont pas recherchés, dont les cartes sont pas super demandées sur internet, etc. Bah en fait il va coûter beaucoup moins cher tout simplement. Mm. Moi, je me rappelle que, notamment, comment ça s'appelle c'était Icelander. Quand Icelander, ce qui rejoint très bien Kano au final, hein, puisque c'est le même, enfin, c'est le même perso, c'est le même, c'était le même, non, c'est les mêmes légendaires dont on avait besoin. Ah C'est ça que oui, je ok, veux dire. ok, ok. C'est que Ok. c'était le même J'allais set. dire, attention, je ne suis pas d'accord Non, avec toi là. je voulais dire, c'est le même set de Ok, ok, cartes qui était ouais. recherché en Ok, fait. ok. Ça, c'est bon, on est d'accord. Je me fais pas Oui, engueuler si je dis oui, ça. oui. Non, c'est bon, c'est bon. Dans la plupart des cas, oui. Tunic, Stormstriders. Oui, voilà, il y a des exceptions, il y a des cartes qui sont différentes, ça, il y a pas de, on est d'accord. Mais c'est que la plupart du temps, quand tu cherchais une carte, enfin quand tu voulais te faire un deck Wizard, surtout à l'époque où moi je l'avais fait, c'était souvent les mêmes cartes que pour Kano hein, à l'époque. Genre tu Oui, oui. prenais, c'était les Stormstriders, c'était les, mince j'ai oublié le nom des gantelets, Les Metacarpus Nodes. les Metacarpus Nodes, etc. Voilà, c'était tous ces Demande-moi le nom objets-là. d'une carte Wizard, je te donnerai le nom d'une carte Bah, Wizard. c'est pour ça que je l'ai dit, je savais que genre le silence ne durerait pas longtemps, enfin le doute ne durerait pas longtemps. Donc voilà, donc c'est l'époque où toutes ces cartes-là, je les cherchais et je me rappelle que le deck, je l'avais fait mais à une vitesse. Mais littéralement, je l'avais fait en un week-end, Ouais, bah oui. puisque c'était à Lille. Et je l'avais fait, genre j'étais allé au calling à Lille et au Pro Tour à Lille, pardon. Et j'avais réussi à faire le deck, mais vraiment que dalle de temps. Mm. C'était C'était très pratique, on va être honnête. Mais justement, voilà, c'est un truc qui pour moi est vraiment super important. C'est que pour des joueurs qui vont qui vont vouloir commencer le compétitif et qui vont se dire, j'ai pas forcément le budget d'aller à la recherche d'un gros deck super cher. Surtout, bah, tu sais, par exemple, tu te dis, oh, j'ai envie de jouer un deck et genre tu regardes des trucs genre Braillard ou autre et t'es genre, oui, alors potentiellement Living Legend à la prochaine personne qui éternue dans la mauvaise direction pendant un event. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? C'est clair. Alors que bah, justement, en prenant un deck rogue, il y a moyen de commencer le jeu assez facilement sans y mettre un bras parce que justement, les cartes sont pas Mm. chères. Les cartes sont assez faciles à trouver parce qu'au final, elles sont pas plus rares que d'autres en fait. Une Ouais, ouais. légendaire d'un deck rogue, ça va être les mêmes légendaires ça va être les mêmes légendaires qu'un deck pas rogue en fait. C'est niveau drop rate, j'entends. Mm. Ouais, Donc, clairement. donc si tu cherches un bon deck, tu te dis bon, je sais pas quoi faire, etc. Bah, un deck comme Kano, je vais pas dire que c'est facile pour commencer parce que c'est dur à jouer Kano, on le sait très bien. Mais ça marche très très bien pour justement ce côté.
pour ce côté, bah, j'ai pas un budget illimité, je sais pas par quoi commencer, bah, go Cano. Ouais, clairement. Après, je pense que, enfin, il y a 2 éléments qui pour moi vont encore plus loin par rapport au budget. Ouais, Heu, le premier, c'est une sorte de un peu contre-argument, OK, dans le sens où, pas du tout pour invalider ce que tu as dit, parce que je suis d'accord à bien 100 sûr. avec, tout ce que tu as donné comme argument et comme raison, hein. Mais juste, en fait, je réfléchissais et par exemple, tu vois, Azalea, qui pour moi est plus proche du statut de rogue actuellement qu'autre chose, Ouais, hem, c'est un deck qui souffre du fait qu'elle a des staples en ranger comme Rainrazor, comme, Deadeye, comme, mmh, Heatseeker, même si c'est pas forcément joué dans les listes, mais on se comprend, comme, surtout Codex of Frailty, qui sont des cartes extrêmement fortes et qui sont des no-brainers, dans le ranger fort du moment, c'est-à-dire Lexi. Et en fait, ouais. cet aspect de classe fait que tu as beaucoup plus souvent d'overlap entre les cartes qui font tourner ton deck rogue et les cartes qui font tourner ton deck, compétitif de la même classe. C'était un point que je voulais souligner aussi. Moi, je pensais à la Crown aussi, tout simplement. Ouais, la crown, la tunique, La Crown, la tunique, les choses comme ça. ce genre de truc où en fait, pour que votre deck budget soit plus efficace, votre deck rogue, pardon, soit plus efficace, il vous faudra quand même ces cartes-là qui sont jouées en fait par tous les decks méta ou presque, Mmh. et qui du coup rendent ces cartes-là chères même quand elles vont dans un rogue en fait, parce qu'elles sont demandées par les decks méta. Par contre, vous voyez des cartes comme Skullbone Crossrap ou même enfin, un des meilleurs exemples, c'est même pas joué dans Azalea, mais ça pourrait, le Quiver légendaire des Rangers, qui fait une sorte OK. de Remembrance là. Actuellement, c'est à 10 ou 15 balles pour une légendaire. C'est ouf. Genre, Je crois que j'ai jamais vu une légendaire aussi basse, ouais. ça ne coûte presque rien. Et, et bah, typiquement, ça, c'est une carte qui est potentiellement jouée et potentiellement forte dans Riptide, qui est Mmh. potentiellement intéressante un petit peu quand même dans Azalea, dans certains match-ups, Ouais. qui peut-être un jour verra plus de play, etc. Et donc, ça, c'est une carte qui actuellement n'a aucune demande compétitive. Aucune. Genre vraiment aucune. Et Ouais. qui donc est très basse. Parce qu'elle n'est pas plus rare que les autres légendaires, parce que du coup, tous les gens qui ouvrent cette légendaire-là et pas une autre cherchent à s'en débarrasser un peu, parce que voilà. Donc typiquement, ça c'est l'exemple parfait de lorsque votre carte n'est pas demandée compétitivement mais qu'elle rentre dans votre rogue deck, en général, elle va vraiment pas être très chère. Alors, ça va plus souvent, même pour les légendaires, être autour des 40-50 euros parce que le rogue deck sera quand même un peu joué et du coup, il y aura quand même un peu de demande. Là, c'est vraiment une carte qui a zéro demande. Mais voilà, du coup, il y avait un peu ce contre-argument de ces staples qui, par rapport à d'autres jeux, à cause du système de classe, vont un peu plus. Enfin, tu auras souvent les staples génériques plus les staples de ta classe, en fait. Et pour peu Ouais, que c'est ta vrai. classe, il y a un héros qui soit pas méta ou top méta, mais que l'autre si, genre un héros rogue et un héros top méta. Par exemple, si l'Icelander revient sur le devant de la scène, les Stormstriders vont probablement remonter. Même si Kano sera toujours pas méta, et sera toujours un rogue. Mais Ouais, c'est parce vrai, que ouais. un des héros de votre classe sera top méta, les éléments à pick-up dans votre classe que joue ce héros seront plus chers. Et ça, c'est un aspect que tu n'as pas forcément. Sur Yu-Gi-Oh! Typiquement, les Oui, decks qui bah, étaient rogue, en général, c'est leur engine valait 20 balles au lieu de 150 ou 160 pour les decks méta. Et après, si tu voulais, tu avais les staples qui évidemment coûtaient aussi cher que pour un deck méta. Et ça, c'était la même chose que dans Yu-Gi-Oh! Mais ça vient que dans Flèche, pardon. Mais ça vient à mon deuxième point, qui est vrai aussi bien dans Yu-Gi-Oh! Que dans Flesh and Blood, qui est que il y a certaines staples dont vous pouvez vous passer. Alors, c'est mmh, moins vrai dans Flèche parce qu'il y a des staples de classe qui vont aider à faire tourner votre deck, alors que Yu-Gi-Oh! En général, bah, c'est juste des staples génériques. Hein, votre engine et votre archétype, s'il est rogue et il est pas cher. Là où dans Flesh and Blood, il y a les codex par exemple qui vont coter, il y a les légendaires de classe qui vont coter, etc. Donc c'est un peu moins vrai pour Flèche, mais ça reste vrai dans le sens où bah, si vous voulez faire un deck rogue en partie pour le budget, juste mettez pas de Command and Conquer. je Genre, vois. votre deck va moins bien performer contre des match-ups, évidemment, mais vous allez juste économiser genre 150 balles en fait, ou 130 balles. Et c'est pas rien du tout. Et pour aller encore plus loin dans cet argument du budget, euh, qui cette fois-ci est favorable à jouer rogue pour jouer budget, c'est que lorsque vous jouez rogue et que vous êtes déjà pas dans le truc de jouer le deck le plus compétitif et que vous êtes déjà un peu dans cet affect dont on parlait au début, ou dans ce ah j'aime bien ce perso, ah j'aime bien le gameplay, ah je trouve ça fun, et que vous êtes déjà pas, ou en tout cas pas totalement dans ce truc de j'aimerais bien gagner ou je vais faire mes choix pour me donner le plus de chances possible de gagner,
Ça veut aussi dire que vous êtes prêt à, entre gros guillemets, perdre à cause de votre choix de deck. Parce que vous êtes conscient que vous prenez un truc qui va vous donner moins de pourcentage de win parce que vous jouez quelque chose de moins bon. Et du coup, vous pouvez potentiellement être aussi prêt par rapport au budget à ne pas tout de suite jouer la tunique, à trouver des remplacements, etc. Parce que vous acceptez déjà de jouer un truc moins bon que des choses compétitives et que vous acceptez déjà de jouer un truc qui va plus souvent perdre parce que vous n'avez pas forcément le budget ou l'envie de jouer les decks plus compétitifs. Et du coup, si vous mixez cet aspect, ah bah je joue, par exemple, je joue Kano parce qu'il est fun, ok, et parce que j'ai ouvert les Stormstriders, par exemple. Et tu me Et donnes du coup, raison. je joue Kano parce qu'il est fun et parce que j'ai ouvert les Striders, mais je joue pas Kano pour gagner et j'ai aucune envie de mettre 150 € dans une tunique. Et bah, mettez pas les 150 € dans une tunique. Parce que ça, certes, ça vous aiderait à gagner plus de parties et à mieux jouer certaines parties. Mais si votre but n'est pas de gagner toutes vos games et d'être le plus compétitif possible, et que ça coïncide avec un but d'économiser de l'argent ou de pas trop dépenser, bah prenez pas tunique. Moi, tu vois, Vraiment, genre, jouez autre j'avais chose fait en ça, fait. hein, moi. Après, je Tu sais pas vois. si le perso lui-même peut être considéré comme rogue parce que je connais pas assez le méta Blitz, mais moi, quand j'ai commencé mon deck Kassai, Non, Kassai c'est euh, méta en fait. C'est pas rogue. C'est ouais, c'est méta. un peu le truc. Mais voilà, quand j'ai commencé mon deck Kassai, tu vois, c'est un peu toute ma philosophie, ça a été ça, hein. Ça a été bah, en fait, je peux la jouer sans comment ça s'appelle, sans la crown. Ça fait chier parce Ouais, ouais, que ouais. c'est moins opti, mais je peux. Du coup, je vais le faire. Oui, c'est ça en fait. Parce que de toute façon, genre, je suis pas là pour gagner 100% de mes games, sinon je ferais peut-être un autre choix que Kassai. Je suis là parce C'est que ça. Kassai, j'ai envie de la jouer parce que j'aime bien le gameplay, parce que j'aime bien Warrior, parce que machin. Moi, c'était ça, Et hein. du coup, en fait, quand tu fais coïncider ces deux trucs-là, tu peux trim encore un peu sur le budget, alors que quand tu es dans un truc très compétitif, que tu joues Rogue deck compétitivement ou que tu joues des decks compétitifs, cut tunique d'un deck compétitif qui joue tunique, Ça la c'est fout même pas mal, ouais. envisageable en fait. Ouais, Enfin, on est d'accord. si ton but c'est d'être compétitif, c'est pas envisageable. Mais quand tu joues Rogue, il y a une grande partie des joueurs qui sont déjà moins dans cet aspect ultra compétitif. Et du coup, ça va de pair souvent avec le fait d'être plus libre en termes de budget et de cut certaines cartes très chères. Encore une fois, dans une certaine mesure, parce que moi, c'est un truc que je tiens à rappeler quand même, mais il y a des decks, si vous voulez vraiment être en budget, il y a des decks qui pour moi ne fonctionneront pas. Par exemple, si vous voulez vraiment être budget, ne jouez pas Kano, parce que Kano, c'est un deck qui performe quand il performe et qui fonctionne notamment grâce à Stormstriders. Et du coup, si vous ne voulez pas acheter Stormstriders, ne montez pas Kano pour le moment, parce que votre deck va, là pour le coup, vraiment pas bien fonctionner. Là où Kano sans tunique, il n'y a aucun problème. Franchement, allez-y. Vous allez perdre genre 5 ou 10% dans certains match-ups où on joue tunique. Ok, super. Enfin, genre, c'est pas grave, on s'en fout. Mm. Enfin, on s'en fout pas. Si vous voulez être compétitif avec le deck, achetez tunique, évidemment. Si vous voulez être compétitif tout court, achetez tunique, évidemment. Mais de manière générale, tunique n'est pas nécessaire au bon fonctionnement du héros et de son deck. Stormstrider, si. Là, pareil, dans ton exemple Otal sur Kassai en Blitz, si vous voulez jouer Kassai et que vous ne voulez pas investir dans les Valiant Dynamo, jouez autre chose. Genre, jouez Ouais, Dori à la limite, jouez un autre guerrier. Parce que les complètement. Valiant Dynamo sont ce qui fait que Kassai fonctionne, en grande partie. Là où Crown of Providence, effectivement, c'est fort, ça ajoute du bloc, c'est flexible, ça fixe une main, c'est super, la carte est très forte. Si on l'a, on la joue et c'est meilleur. Mais franchement, jouer Helm of the Sharpa est là pour un petit bloc 1 et des fois un petit effet. Ou Ah, jouer moi, c'est ça Arcanite que j'avais, hein. Suicune si vous l'avez. Ou jouer Crown of Dominion qui est pas super cher si vous voulez jouer une version royale avec des cachines et des coppers et tout. Tout ça fonctionnera en fait. Tout ça Moi, fera un deck qui fonctionne. moi j'avais la Crown of. J'avais le Helm of Sharpeye, hein. Moi, je l'assumais Voilà. entièrement. Et en fait, le deck va être un peu moins bon, évidemment. Il y a une raison pour laquelle ces cartes sont chères, pour laquelle ces cartes sont jouées. Mais vous allez quand même être dans un spot où le deck va fonctionner et faire ce qu'il veut. Mm. Typiquement, ne jouez pas Lexi, même en mode budget fun, même en mode machin, je sais pas quoi, si vous n'avez pas New Horizon. Parce C'est ça. que le deck, enfin en tout cas avec Voltaire, parce qu'il y a d'autres versions, mais les versions Voltaire New Horizon ne fonctionneront pas sur New Horizon. Point. Votre deck ne va pas fonctionner. Vous n'allez pas vous amuser, ça va pas faire ce que vous voulez faire. C'est ça aussi, c'est qu'il faut, Donc faut ne vraiment jouez prendre pas. en compte que c'est pas fun en fait, juste de jouer le deck bien, juste pour le jouer bien. Donc, prenez ça en compte quand vous jouez, les amis. C'est ça. Donc c'est vrai que jouer un rogue deck parce que ça permet très souvent d'être plus budget et tout, c'est
une considération qui est tout à fait fine, qui est pas du tout négative, qui est très bien. Mais faut même là-dedans, entre guillemets, faut le faire de manière intelligente quand même, Ouais. dans le sens où faut pas juste se dire: «Ah, je joue rogue, de toute façon, je m'en fous un peu de gagner, mais j'aime bien tel deck, donc je vais pas acheter les légendaires pour le moment». Parce que des fois, quand vous allez faire ça, votre deck juste va pas fonctionner. Ouais, Et des faut bien fois faire aussi, gaffe. les légendaires, en fait, elles seraient à 20 ou 30 balles. Parce qu'il y a des légendaires qui valent pas super cher. Genre Tectonic Plating dans Bravo, par exemple, c'est une légendaire qui aide beaucoup à améliorer le gameplay du héros, même s'il en a pas besoin pour fonctionner, mais aide beaucoup. Et en fait, c'est juste un truc où tu vas te dire: «Ah bah, en ce moment, elle est à quoi? 30-35 Peut-être elle est remontée un peu parce qu'il y a plus Hold'em, donc on rejoue enfin les gardiens sont plus obligés de jouer avec Tectonic, mais en soi, elle remontera probablement pas au-dessus de genre 50 en Black Label. Et certes, ça reste une somme. Encore une fois, on est d'accord, hein, quand Hugo Oui, bien faisait sûr. ses deck tech amélioration de deck HP1, on le sait. Mais par rapport à des légendaires à genre 150 ou 200 comme Tunic ou New Horizon, 50, ça a plus l'air d'aller. Donc après, c'est aussi quelles limites vous fixez à votre budget, quels objectifs compétitifs vous vous donnez. Et après, moi, je terminerai là-dessus pour moi, mais c'est de mon point de vue, c'est pas parce que vous jouez Rogue qu'il faut le faire sans raison. C'est-à-dire C'est que ça. Ça, jouer je suis Rogue, d'accord. que ce soit compétitif, pour des raisons d'affect, pour des raisons de budget, pour des raisons de entre guillemets ce que vous voulez, euh, c'est tout à fait fine de jouer Rogue. Je suis le premier à le faire, c'est ce que je joue la plupart des cas sur la plupart des jeux. Mais il faut savoir pourquoi vous le faites. Est-ce que compétitivement, il y a une raison valable à jouer Rogue au-dessus de jouer juste le deck méta du moment ou un des decks méta du moment? Et des fois, malheureusement, la réponse sera non. Et du coup, si vous voulez être compétitif, bah, vous ne pourrez pas jouer de Rogue. Est-ce que C'est la triste, mais réponse c'est comme ça que ça est marche. c'est triste, mais c'est comme ça que la compétition marche. Est-ce que votre objectif, c'est de jouer le deck qui va vous donner le plus de fun? Auquel cas, si c'est un Rogue deck, jouez un Rogue deck, Mm. et etc. Mais sachez pourquoi vous jouez un deck. C'est le plus important pour moi. Que ce soit un Rogue, que ce soit un même tiers, que ce soit un tiers S, que ce soit ce que vous voulez, que ce soit un troll build, faites-le avec une raison. Je sais que un joueur qui s'appelle Romain, qui joue sur Paris, jouait à une époque, bah, il joue peut-être encore d'ailleurs, Bravo Royal. Et c'est vraiment pas un très bon deck, hein. Mais son objectif, c'était pas du tout de gagner, c'était d'avoir du fun. Et il avait beaucoup de fun avec le deck. Genre vraiment, il prenait du plaisir à jouer ses parties. Et bah, c'est ultra valable, c'est tout à fait valable. Et si votre but, c'est d'avoir du fun à la table et que vous trouvez un deck rogue, pas rogue, ce que vous voulez, qui vous donne du fun à la table, jouez-le. C'est le plus C'est important. ça. Mais par contre, ouais, je veux bien remettre ce truc de. On a beaucoup parlé des rock decks, on a dit ça peut être des très bons decks dans plein de situations, etc. Par contre, faut pas croire que ça va être des solutions miracles non plus dans plein de situations, en fait. Oui, Ça la reste plupart des du decks temps, les où decks il méta y a une restent souvent raison. meilleurs. Il y a souvent une Ouais. raison pour lesquelles ils ne sont pas top méta. Hein. Oui, c'est ça. Faut aussi bien prendre ça en compte. C'est pas juste une question de justement la méta leur est pas favorable, etc. Donc, encore une fois, faut vraiment avoir une raison, un objectif et avoir conscience des faiblesses du deck en question quand on pique un deck rogue. Parce que c'est aussi un bon moyen de se retrouver frustré tout d'un coup, de se dire ah bah comment ça se fait que mon deck rogue il marche pas, enfin mon deck il marche pas. J'étais sûr que vu que c'était un rogue, il les prendrait par surprise et il se passerait telle chose et tout. Non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça ne marche pas toujours comme ça non plus. Il y a plein de moments où C'est un deck clair. rogue ne marchera pas particulièrement dans une méta et ce sera pas forcément moins cher, même si nous on a dit que le but c'était quand même, enfin, c'était un des avantages du deck rogue. Ça veut pas dire que ça marchera toujours, que le deck sera toujours moins cher ou quoi que ce soit, quoi. Mais tu vois, ce que tu viens de dire, pour moi, c'est hyper intéressant et ça revient quand même pas mal à ce qu'on disait juste avant sur le fait que faut savoir pourquoi vous prenez un rogue deck. Si vous arrivez Mm. juste, par exemple, typiquement, on reprend Kano une dernière fois comme exemple, hein, mais vous prenez Kano, vous arrivez à un tournoi et vous dites, j'ai un rogue deck, les gens vont pas savoir ce que ça fait, haha, je vais gagner. Et vous faites votre combo, les mecs sortent Oasis. Ou vous révélez votre héros, les mecs sortent AB3. Bah, c'est pas parce que vous avez un rock deck que vous allez gagner en fait. Genre, faut savoir dans quel méta Kano est un bon pick, pourquoi, et jouer en conséquence, build en conséquence. Et si vous arrivez juste en disant oh bah Kano c'est rock deck, j'espère qu'il y aura pas d'AB, et qu'en fait vous êtes dans une méta où c'est tout à fait logique qu'il y ait de l'AB,
pour X ou Y raison. Et que vous Genre tombez sur votre propre... Icelander est top méta, Viserai est très présent. Icelander est top méta, Viscera est très présent, les top decks ont beaucoup de bleus, les top decks on demande pas beaucoup de place dans le sideboard, donc ont de la place, machin. Enfin, du coup, tu vois, Mm. en fait, il y a beaucoup d'options Oui, il y a beaucoup de... qui peuvent juste arriver au point où Kano est un bon pick, mais il faut comprendre ces options, il faut comprendre pourquoi elles sont là, et il faut en profiter et les utiliser. Faut pas juste se dire « Oh, Kano Rogue Deck, bah, je vais pick Kano. » Parce que ça ne marchera pas. Clairement pas. Et ça vient du maître Cano du podcast. Hein. S'il le dit, vous pouvez le croire. Il a fait une deck tech dessus. C'est ça. Je fais même 2 deck tech dessus maintenant. Parce que je fais la deck tech de Blitz et je fais notre gros épisode spécial Kano. Ouais. Qui d'ailleurs, si vous voulez jouer Kano et que vous voulez jouer en Rogue Deck, vous pouvez aller voir cet épisode spécial Focus Kano en CC parce que globalement, la plupart des choses que je dis dedans est toujours vrai parce que le deck a très peu évolué en termes de liste et que les match-ups globalement sont toujours très similaires. Et pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de changements pour Kano dans les derniers mois ou semaines. Oui, et puis de toute façon, voilà, regardez nos vidéos. Ça marche toujours. Oui, de toute façon. Mais ouais. Pour moi, voilà. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup jouer, les decks rogue. C'est un truc que j'aime beaucoup jouer pour le fun. J'aime bien avoir un deck rogue, genre on the side. Genre quand je sais que je vais faire un petit event plus fun, plus chill, je suis content d'avoir un deck rogue. Mais parce que justement, souvent, c'est les decks qui sont pas méta, mais qui me permettent d'avoir une réponse à certaines choses dans la méta. Et du coup, moi, j'aime beaucoup les avoir pour la détente. Et moi, je sais que sur Runeterra, par exemple, c'était mes decks de repos. Genre vraiment, c'était les decks où j'avais envie de sortir des decks que je sortais pas d'habitude et j'avais envie d'arrêter le grind et je repartais sur ces decks-là, justement parce qu'il y avait un affect, parce qu'il y avait ceci. Mais c'est pas forcément, en effet, ceux que je vais sortir en gros tournoi ou quoi que ce soit, parce que je les trouve souvent plus durs à faire fonctionner en tournoi, tout simplement. Ouais, clairement. Donc moi, je sais que c'est un sujet qui me plaît parce que justement, c'est des decks qui me plaisent aussi. Mais il faut vraiment prendre en compte ce côté dur à jouer, complexité, utilité. Après, c'est un très bon exercice du coup pour justement retourner sur comment dire, sur justement la raison de pick un deck, la raison d'être d'un deck, la raison de pourquoi tel deck est un tel tiers ou autre. Parce que nous, si on vous dit genre, vous écoutez des créateurs de contenu, vous nous écoutez nous, vous écoutez l'œil d'Ophidia, vous écoutez les podcasts comme Arsenal Pass et autres qui vont faire de l'autre côté de l'Atlantique. Exactement, qui vont vous faire des tier lists et des choses comme ça. Il y a des explications au final souvent sur tel deck il est bien parce qu'il est fort contre machin, tel deck il est bien parce qu'il est fort contre machin, il apporte telle chose. Donc il y a des explications en tant que telles. Mais le fait de réfléchir à un deck rogue, je trouve que ça force vraiment à se refaire tout ce raisonnement de mais du coup, euh, est-ce que ce deck-là marcherait à tel moment? Parce que justement, ils en parlent pas dans les podcasts. Est-ce que je pense qu'on peut en faire quelque chose dans cette méta ou pas? Et du coup, ça force un peu à reprendre les bases de certains decks. Ouais, bah oui, et puis, comme tu dis, ça vous force à vous questionner sur certaines choses, ce qui est toujours positif a priori. Hmm. Et ça vous force aussi d'une certaine manière à comprendre, comme tu disais, pourquoi des decks sont là où ils sont, et comment les decks fonctionnent, et ce qui peut les contrer. Et bah, en fait, ce sera... Enfin, même si au final, la réponse c'est « Ah, le Rogue Deck est pas vraiment un bon pick et je ne le fais pas », comprendre comment des decks fonctionnent et comment vous pouvez les contrer, ce sera toujours utile pour les games que vous allez jouer contre ces decks-là, en fait, parce que vous allez mieux comprendre des faiblesses, etc. Donc ce sera jamais un exercice qui est mauvais ou qui est une perte de temps, normalement. Donc n'hésitez pas à le faire si vous hésitez à prendre potentiellement un deck. Posez-vous, réfléchissez. Par exemple, moi en ce moment, ce que je fais beaucoup, c'est je réfléchis à « Ok, si je joue Kano, ce serait quoi les problèmes en CC que je peux rencontrer ce serait quoi les réponses à ces problèmes ?» Notamment, un problème numéro 1, c'est pas un secret, c'est clairement Andromaille. Et pour le coup, bah, il y a des potentielles réponses qui sont pas forcément très bonnes, mais il y a des réponses. À quel point on en joue, à quel point on forfeit le match-up, à quel point... Genre, il y a plein de questions comme ça, et c'est des questions, si vous les posez pas, vous n'aurez pas de réponse, en fait. Tout simplement. Donc, posez-les-vous,
Et voilà. Et sur Kano spécifiquement, n'hésitez pas à me poser la question MP pour que je vous aide à trouver la réponse si je l'ai, ce qui n'est pas sûr, parce que par exemple, comment on gère Dromai, je n'ai pas encore de réponse définitive. Euh, à chaque fois que j'ai essayé des choses, ça s'est pas forcément très bien passé, mais Aïe, aïe, aïe. voilà, T'as essayé au moins, c'est important. on fait ce qu'on peut. Bon, en tout cas, moi, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Donc, si tu n'as rien d'autre à ajouter, je vais saluer nos auditeurs et Non, les ouais, remercier. je pense qu'on est pas mal. Donc, bah, merci tout le monde de nous écouter, d'être nombreux toutes les semaines. On a atteint les 300 abonnés. On vous avait dit qu'il y avait quelque chose qui se ferait. On est en train de mettre en place, parce qu'on les a atteints il y a vraiment peu de temps, donc on est en train de voir comment on va mettre en place, mais il y a bien quelque chose qui arrive pour les 300. Vous inquiétez pas. Let's Donc go. merci à tout le monde donc pour les abonnements, pour les commentaires. On voit tous les commentaires, on essaie d'y répondre, mais il y en a vraiment plein en plus en ce moment. On voit que vous aimez les deck tech, hein, parce que ça c'est vraiment un truc où il y a beaucoup de réactions et ça me plaît aussi. Donc merci à tout le monde d'être là pour les podcasts, pour les deck tech, et on continue à faire ce qu'on peut pour améliorer notre contenu et être présent pour vous. Donc merci tout le monde et à la prochaine fois. Ciao, ciao.